date une action festival en mouvement que vous souhaitez analyser au regard du changement de comportement. Donc c'est une action que vous connaissez et à laquelle vous avez le plus participé dans ce cadre-là. Donc pour pouvoir en parler plus précisément, euh, parce qu'on va l'analyser, enfin on va analyser ces actions à la fin de la partie 2 après l'apport théorique. Donc, on s'est dit qu'avoir un exemple en tête vous permettra de vous projeter et peut-être d'avoir des questions et répondre à vos questions sur ce sujet. Voilà. Eh ben, écoutez, ça, c'est tout pour la présentation. Je vais passer la parole à Marine. Bonjour, moi je suis Marine et je suis coordinatrice de projet pour le RIM. Je vais juste revenir sur le festival à mouvement et où on en est aujourd'hui pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ou qui raccrocheraient les wagons. Donc l'objectif, enfin vous avez tout sur la diapo, hein, c'est de réduire l'impact environnemental du déplacement des publics et équipes sur les festivals et créer de la ressource qui sera partagée à l'ensemble des festivals hors festival en mouvement. Le projet va durer 3 ans. Donc, il y a eu tout d'abord une enquête sociologique sur la mobilité des publics. Puis, lors d'un marathon créatif, vous, Festival en Mouvement, avez choisi des sujets d'expérimentation qui ont été mises en œuvre sur la première saison, donc en 2024, avec au travers de 4 groupes, vélo, covoiturage et concertation. À l'issue de cette première saison d'expérimentation, rythmée par des groupes de travail et des expérimentations dans nos festivals, il y a eu le ravito, donc le ravito qui a permis de faire un point de bilan sur ce qui s'était passé sur cette première année et sur lequel vous avez aussi choisi, accompagné par les équipes de R2D2, comment on allait fonctionner sur cette seconde année d'expérimentation, à savoir 2025. Cette seconde année d'expérimentation, on a collectivement choisi de proposer des webinaires de travail collectif sur des thématiques, pour approfondir des thématiques que vous aviez déjà expérimentées en 2024, mais pour aller un petit peu plus loin et donner un peu plus de clés à chacun, à chacune pour mener les expérimentations sur l'année 2025. Donc, plusieurs thématiques ont été choisies. Communication, navette, les webinaires ont déjà eu lieu. Changement de comportement, accompagnement au changement, c'est celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y en aura d'autres, inclusion, covoiturage et vélo. L'idée, c'est de finir tout ça en mars 2025 afin de pouvoir correspondre à la périodicité de vos festivals. Alors, certains, ce sera peut-être un peu trop tard, mais l'idée, c'est que toute la ressource et tout ce qu'on arrive à donner comme info sur ces webinaires puisse vous servir pour les prochaines expérimentations, les prochaines saisons. Voilà, je vais donc laisser la parole. Je relis juste mes notes pour être sûre de rien oublier. Je vous laisse aussi, n'oubliez pas de noter dans le chat voilà, l'idée que vous avez, l'expérimentation que vous avez en tête pour avoir un exemple concret à appliquer sur la théorie de l'accompagnement au changement. Je vais vous laisser je vous laisse pas, je reste là, mais avec Malika pour ce webinaire sur l'accompagnement au changement. Merci Marine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je partage mon écran. Hop. Et voilà. Je me présente, je suis Malika Vignon. Certains et certaines me connaissent peut-être, puisque avant de devenir formatrice et accompagnatrice des changements, j'ai travaillé pendant 7 ans en tant que chargée de mission pratique responsable. Donc j'étais la collègue de Marine, tout simplement, au sein du RIM. J'étais là enfin, au démarrage du dispositif Festival en Mouvement. Donc voilà, c'est un projet qui me parle. Qui je suis, pourquoi je suis là aujourd'hui, justement pendant
C'est cette année de travail au sein du réseau de musique actuelle. Je constatais que la question du développement durable et notamment les attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du sujet de manière générale, elles étaient assez souvent techniques. Il y avait une attente sur un outil, une méthode qui permettait de franchir l'étape et de pouvoir devenir une organisation ou de mettre en place une action responsable, plus écologique, plus environnementale, plus socialement responsable. Mais à vrai dire, c'était loin d'être un sujet uniquement technique, que la prise en compte du facteur humain, notamment comprendre les comportements, les résistances, les postures, était souvent assez peu pris en compte, voire pas pris en compte à certains niveaux, et que c'était là, en partie, alors pas complètement, mais en partie, que se trouvait une partie de la réponse. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet. Je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me passionnait, que j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et donc, depuis peu, j'ai rejoint une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Coaction et je suis entrepreneuse salariée au sein de cette coopérative sur ces sujets d'accompagnement au changement humain et organisationnel auprès des acteurs culturels. Voilà pour la petite histoire. Pourquoi aujourd'hui parler d'accompagnement au changement au sein de Festival en Mouvement? Donc, pour rappel, donc Marine l'a dit, l'objectif en vous inscrivant à ce dispositif, enfin, en tout cas celui qui est affiché, c'est de réduire l'empreinte environnementale liée au transport dans les festivals à l'horizon 2030. Ça se manifeste comment? Par les différentes étapes qu'a rappelé Marine et notamment pour les réseaux que sont Haute Fidélité, le RIM, Cofis et les autres par de l'outillage pour faciliter de votre côté la mise en place d'alternatives à la voiture individuelle. Si on va dire, on va résumer voiture individuelle ou quand on regarde peut-être plus côté équipe artistique, l'avion, enfin en tout cas ce qu'on considère être des transports à l'inverse de bas carbone, haut carbone, en tout cas assez polluants. Donc ça, c'est souvent les termes qu'on utilise. Euh, Moi, je considère que concrètement, ce que ça veut dire, ce que votre rôle à vous dans vos missions, au quotidien, c'est que vous avez à accompagner des changements de comportement de la part des festivaliers, des équipes, des artistes. Et en fait, il manque aussi un terme, vos propres changements de comportement. Puisque quand on passe de la voiture individuelle aux mobilités douces, donc au transport en commun, au vélo, enfin à tout type de mobilité ou même à pied qui n'est pas celle que vous avez toujours eue, bah, finalement, certes, dans les faits, dans ce qu'on voit, il y a quelque chose, une mobilité qui change, mais ça induit chez la personne qui va changer beaucoup plus enfin, ça va beaucoup plus loin dans ce qu'on peut observer. Donc, c'est plutôt, on va vraiment parler de changement de comportement. Euh, Hop là. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, peut-être comme, on va dire, base, comme préambule à ce qui va suivre. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le changement, c'est pas un processus rationnel. Et pourtant, je pense que on a tendance à l'aborder plutôt comme ça. C'est-à-dire que dans la manière dont on construit les projets, quand on est à vos endroits, quand on va mettre en place, on va penser un dispositif d'une alternative à la voiture individuelle, on va regarder ce qui nous est, ce qui est palpable, ce qui est disponible devant nos yeux. Donc, et c'est d'ailleurs en partie le travail qui a été mené par Sociotopie la première année. C'était de comprendre les habitudes des festivaliers, des équipes, et donc de regarder ce qu'on nous donnait à voir. Alors,
avec une nuance quand même, c'est que c'était un cabinet qui a été choisi justement pour sa couleur sciences humaines et sociales. Et donc, il y avait aussi un travail qui a été fait sur, ben, sur justement la compréhension des comportements. Donc, ça allait un peu plus loin. Mais moi, je suis juste allée voir les résultats, on va les synthèses, et ce qui apparaît dans les motivations ou non des gens à passer à l'acte, ça va être la praticité. Donc, quand on parle de praticité, on parle d'autonomie, de liberté de mouvement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit, ce sont les mots qui sont donnés. On parle du poids des habitudes, donc de l'organisation qui est la nôtre, qui est connue et qui est d'ailleurs souvent bien ancrée. C'est comme ça qu'on fonctionne, pas depuis toujours, mais du moins qui fait qu'aujourd'hui, on a un rythme sécurisé, avec toutes les choses qu'on doit faire dans notre quotidien. Ben voilà, les choses, elles sont routinisées et c'est comme ça qu'on arrive à trouver notre équilibre. On a les infrastructures disponibles ou pas. Voilà, nos modes de vie. Donc ça, c'est ce qu'on nous donne à voir. Et comme vous pouvez le voir, il y a un espace blanc. Le changement, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque on s'aperçoit que chaque changement, c'est la manifestation, hop, de valeurs, de croyances, d'héritages qui sont souvent inconscients, dont on ne parle pas de prime abord, qu'on va pouvoir questionner, interroger, mais qui souvent nécessitent une relation de confiance entre l'accompagnant et l'accompagné, qui nécessite du temps et parfois qui ne se dit pas. Et donc dans cette partie immergée de l'iceberg, on va avoir des éléments comme les identités, les croyances, des choses qu'on nous a répétées pendant toute notre enfance ou qu'on a vues, qu'on a intériorisées. C'est typiquement, peut-être que c'est plus parlant à des endroits comme les questions d'égalité de genre. Ben oui, on a intégré qu'on était une fille ou un garçon. Une fille, ça fonctionne comme ça, un garçon, c'est comme ça. Et on se pose même plus la question. C'est des mécanismes inconscients. On va trouver aussi tout ce qui relève des représentations et des appartenances sociales. C'est-à-dire que, ben oui, à l'endroit où je me situe de mon appartenance sociale, bah, le vélo, c'est pas du tout une pratique courante. Et donc, franchir le cap de prendre mon vélo pour aller à mon travail ou pour me déplacer dans mon quotidien, bah, c'est juste pas. Enfin voilà, il y a un décalage avec le groupe auquel j'appartiens. Et donc ça, c'est difficile à franchir. Enfin, en tout cas, c'est un vrai pas à franchir. On va avoir aussi les peurs, peut-être d'une expérience négative qui est restée vraiment ancrée et qu'on a du mal à déconstruire ou à passer outre. Voilà. Donc voilà, on se rend compte que juste, enfin, ce schéma permet de se rendre compte que cette partie immergée de l'iceberg, déjà, elle prend beaucoup de place. Le un tiers, deux tiers, c'est vraiment, on va dire, réel. Enfin, c'est pas juste un dessin qui a été pris au hasard, c'est que il y a vraiment cette part de l'inconscient qui est vraiment très présent. Et ce qui permet aussi de mettre ce schéma en avant, c'est que si on cherche, si on construit les alternatives à partir de ce qui se trouve dans la partie immergée de l'iceberg, on a beaucoup plus de chances, si on en fait une valeur une socle pour la nouvelle proposition, on a beaucoup plus de chances d'ancrer le changement de comportement, la nouvelle habitude dans le temps. Donc ça, on va dire, c'est le constat de base. C'est ce qui permet un petit peu de positionner la suite des échanges. Hop. Donc, ce qu'on va regarder là, c'est essayer de comprendre justement qu'est-ce qui fait qu'un individu va passer d'une ancienne habitude à une nouvelle habitude. Et donc, quelles sont les différentes étapes qui ponctuent ce changement?
Pour ça, on va s'appuyer sur un modèle qui a été développé dans les années 80 par deux psychologues qui s'appellent Prochaska et Dick Clement, qui, en gros, à cette époque-là, il y avait énormément de modèles théoriques qui renseignaient sur le champ psychologique, psychothérapie, pardon, sur les comportements, mais il y en avait dans tous les sens. Et ces deux psychologues se sont dit, mais en fait, il faut qu'on arrive à synthétiser et du moins à comprendre concrètement, voilà, notamment dans le domaine de l'addictologie, ce qui fait que on est fumeur et on devient plus fumeur. Et si on prend des addictologies plus lourdes, voilà, comment on passe d'un phénomène où on est addict à, par exemple, à des drogues à on l'est plus. Et donc c'est le schéma sur lequel on va s'appuyer puisque il a montré ses preuves. Et puis il a été repris aussi dans les années 2000 par par les, par le milieu plutôt de l'écologie, puisqu'on se rendait compte qu'en fait, ce qui se passait dans la dictologie, ben, on pouvait le retrouver à des endroits justement de comportements, on va dire, bah, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire là, des comportements qui sont ancrés dans nos habitudes et qui vont à l'encontre de ce qu'on devrait pouvoir mettre en place pour pouvoir construire une société vertueuse et des comportements qui ne sont pas polluants, qui respectent l'environnement. Voilà, donc ils ont repris, ces acteurs de l'écologie ont repris ce schéma-là. Qu'est-ce que nous dit ce schéma? Ce schéma, déjà, il raconte une chose, je sais pas si on le voit là, non, pas encore. Déjà, il permet de montrer bah, le fait que entre... Bon, alors, je vais aller directement là. Hop. Entre une ancienne habitude et une nouvelle habitude, eh ben, il s'en passe du temps. Il se passe du temps, c'est un processus qui va durer 3 à 4 ans en moyenne. Alors, c'est un processus long, mais peuvent, certaines étapes ne sont pas visibles, enfin, dans l'accompagnement, ont déjà commencé, et nous, on arrive parfois à des endroits, on n'arrive pas forcément à la première étape de précontemplation, on arrive plus tard. Donc, je vais vous le décrire et puis après, vous pourrez me poser des questions et on pourra aussi le regarder au regard des actions que vous avez sûrement notées dans le chat. J'ai pas regardé encore. Donc, la première étape de précontemplation, c'est une étape où on considère que la personne, l'individu, n'a pas connaissance, n'a pas pris conscience qu'il y avait un enjeu avec son comportement. Il y a une méconnaissance du sujet. Donc, si là, on prend le sujet qui est celui de Festival en mouvement, que le sujet des transports, de la voiture individuelle, bon, il y a pas d'enjeu à changer, ça pose pas forcément problème. Alors, là, dit comme ça, en 2025, ça peut paraître fou de dire ça, puisque c'est quand même assez médiatisé. C'est devenu un sujet qui est quand même assez prégnant dans notre vie. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des enjeux et des responsabilités. C'est que l'information, elle est peut-être là, mais on peut aussi considérer que c'est une étape où la personne est dans une situation de déni vis-à-vis soit de son propre comportement, de sa responsabilité vis-à-vis de son propre comportement, ou des enjeux qui sont liés à son comportement. Donc, à cet endroit-là, ce qu'on va chercher à mettre en place dans l'accompagnement, c'est de pouvoir fournir des informations claires, mais surtout des informations qui parlent à la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes arguments pour une personne qui vit en milieu rural qu'en milieu urbain, pour une personne qui est plutôt passionnée de voiture et une personne pour qui c'est pas du tout un sujet, pour une personne qui, si on prend nos métiers, pour une personne qui est plutôt intéressée par le budget, un comptable, voilà, quelqu'un qui va plutôt gérer ça que pour un technicien ou quelqu'un qui va s'occuper
de l'aspect logistique du festival. Donc voilà, les univers, les réalités vont être différents. Donc du coup, les arguments qu'on va pouvoir apporter vont être aussi différents. Et ce qui est aussi intéressant à cet endroit-là, c'est de prendre conscience que euh, l'ancienne habitude, elle est à un endroit, comme je vous disais tout à l'heure, qui est sécurisé, c'est routinisé. Donc, c'est intéressant à cet endroit-là, quand on communique sur les enjeux, de pouvoir montrer les avantages à changer et de pas poser tout ce qui est impossible à faire, la liste longue, une liste longue comme ça, qui va décourager la personne et il va se dire non, mais en fait, moi, enfin, c'est impossible pour moi d'y aller, donc même pas je m'intéresse à ce sujet. Donc, on va vraiment s'intéresser à la réalité de la personne et pouvoir lui parler depuis cet endroit-là. Ensuite, on va considérer que la personne passe à l'étape suivante quand le sujet fait sens, quand elle répond à la question, OK, j'ai compris, ça me concerne, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, l'étape de contemplation, c'est une étape assez d'ambivalence, de tension, de résistance, où il y a une compréhension du sujet, on se sent concerné, sauf que ce sujet, il vient remettre en question, justement, un comportement qui est ancré dans notre quotidien et qui paraît presque insurmontable à remettre en question. C'est typiquement la période des oui, mais j'ai pas les moyens, oui, mais là où je vis, c'est pas possible de faire ça. Voilà, donc voilà, la période des résistances où justement dans l'accompagnement, ce qui est intéressant, c'est l'écoute, de pouvoir laisser une place à ce récit. On va aussi chercher à créer de la convivialité. Enfin, en gros, la personne, il y a une tension qui se crée. Donc, si en plus de ça, elle sent une adversité de la part des autres qui vont venir la challenger et attendre qu'elle passe à l'action, c'est pas hyper rassurant. Donc, on va plutôt chercher à créer un climat réconfortant où elle se sent écoutée, où en fait, bah, c'est OK, c'est un passage presque obligatoire du processus. Donc c'est intéressant et important de pouvoir l'accueillir en ce sens. Euh, Et surtout à cet endroit-là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va pas chercher à contre-argumenter, parce que ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est l'étape de contemplation. L'étape de contemplation, bah, elle va vivre, on va laisser la personne, on va dire, la traverser. Et puis, alors certaines personnes peuvent rester, entre guillemets, enfin c'est assez péjoratif ça, mais pas coincées, mais vont rester à cet endroit-là pendant longtemps. Et puis, bah, pour certains qui vont justement avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le sujet, vont mûrir, on va dire, sur ce sujet, et vont à un moment donné trouver la motivation pour passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment, si on prend la flèche qui sépare contemplation et préparation, à cet endroit-là, c'est OK, maintenant je suis motivée, j'ai pas envie de rester dans cette situation, j'ai envie de passer à l'action, en tout cas de me donner les moyens de passer à l'action. Et donc l'étape de préparation, c'est le moment où la personne va aller chercher de la ressource pour savoir comment elle peut passer à l'action. Typiquement, ça se manifeste chez certaines personnes par ah mais comment tu fais toi? Comment tu t'organises pour aller à ton boulot avec les transports en commun? Mais quand tu dois aller chercher tes enfants ou quand tu dois gérer le run de telle équipe artistique, comment tu fais? Ça va pas te poser de problème. Voilà. Ça va être toutes ces questions où on va chercher à avoir du retour d'expérience de personnes qui ont déjà fait ce changement ou qui sont en cours pour pouvoir bah, se créer son propre pas son propre mécanisme, mais en tout cas pour pouvoir adapter les outils qui nous correspondent pour potentiellement passer à l'action. Enfin, l'accompagnateur à cet endroit-là, ben, justement, va pouvoir mettre en place des outils, des retours d'expérience, va pouvoir peut-être enfin, accompagner la personne à adapter
euh, les outils à sa, pareil, sa réalité. Et puis, et aussi en soutien, parce que ce qui va se passer quand il va y avoir passage à l'action, c'est que la personne, donc là, si on passe à l'action, la personne, quand elle passe à l'action, c'est la première fois qu'elle le fait en autonomie. Donc, sur certains changements, il y a une vraie prise de risque et presque même socialement, il y a un regard qui change sur nos pratiques, sur ce qu'on a toujours fait. Donc, le soutien, il est vraiment intéressant et important. En gros, dans la flèche qui correspond, qui passe de la préparation à l'action, c'est la confiance. C'est que la personne va se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir passer à l'action. Donc la posture, on va dire, de soutien à cet endroit-là, elle est vraiment importante. Et c'est d'ailleurs tout ce qui est, enfin, ce qui me semble être mis en place dans ce type de dispositif, c'est de créer des outils, mais aussi créer une communauté d'individus qui se soutient pour pouvoir justement se sentir à l'aise dans ce passage à l'action. Sinon, enfin, je pense que certains d'entre vous, sûrement, peut-être certaines équipes ou des personnes en individuel, seraient pas passées à l'action si elles s'étaient pas senties soutenues et encouragées par l'entourage. Donc, le passage à l'action, c'est un moment où c'est pas qu'on n'a pas grand-chose à faire en tant qu'accompagnateur, si ce n'est en effet le soutien, mais le fait d'avoir franchi, on va dire, un défi, un challenge, c'est déjà la personne qui l'a fait ou l'équipe va elle-même récolter, on va dire, le fruit de ce propre défi personnel. Il y a, on va dire, une auto-satisfaction, une auto-valorisation qui se met en place. Et voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses en plus à mettre en place. Et puis après le passage à l'action, il y a deux chemins possibles. Ben, pour certains, ça va être la rechute. Parce que, ok, on a testé une fois, mais c'était quand même assez difficile. Ou alors, bon, bah, de toute façon, on s'était dit qu'on testait une fois et puis après on verrait et que voilà, la personne n'est peut-être pas suffisamment prête à remettre les choses en place, où il s'est passé, enfin voilà, toutes les conditions étaient réunies pour le passage à l'action, mais c'était vraiment sur du one shot. Et après, il n'y a pas forcément d'envie ou de suffisamment de motivation pour pouvoir l'inscrire dans la durée. Et c'est OK. Et la personne va potentiellement repasser à une étape, on va dire, entre la contemplation et la préparation. C'est OK, ça fait partie du processus. Et on va dire, le travail qui aura été mis jusqu'ici en place, c'est c'est du travail gagné pour la prochaine fois. C'est-à-dire que quand il y aura une envie de remettre en place, de repasser à l'action, ben, il y aura déjà eu une bonne partie du processus qui aura été traversée. Et on va dire, c'est pas du temps de gagner, mais ça participe au processus et c'est normal. Ensuite va venir l'étape de maintien. C'est une étape où on va expérimenter sur le long terme. Et c'est une étape tout aussi importante que le reste, puisque autant le démarrage, on va dire, la contemplation, préparation, c'était des étapes très importantes, puisqu'il fallait, pour l'individu, se préparer, à l'éventualité de faire une seule fois le passage à l'action, ou deux, trois fois, mais en tout cas, pas forcément l'inscrire dans la durée. Là, le maintien, il va falloir faire place à cette nouvelle habitude. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au départ, nos quotidiens sont faits pour... on routinise les choses, on les ritualise pour économiser de l'énergie, pour que émotionnellement ce soit plus facile, parce que si on mettait en place des changements quotidiennement dans nos vies, ça serait difficile à la fois organisationnellement parlant, mais aussi émotionnellement parlant. Si on reprend justement cet iceberg, on peut pas tout le temps être face à de l'insécurité et à des choses challengeantes. Donc on met en place une certaine routine et on sécurise notre quotidien pour que ce soit, bah, pour qu'on puisse tous les jours réussir à traverser la journée et aller à la suivante. Donc là, l'enjeu du maintien, ça va être justement de faire une place à cette nouvelle habitude.
et potentiellement de travailler tout ce qui faisait, tout ce qui était autour de l'ancienne habitude. Typiquement, j'aime bien cet exemple parce qu'il est assez parlant. La personne qui fume, généralement, fumer, c'est associé à autre chose. Ça va être associé à la pause avec ses collègues. Ça va être associé euh, ouais, il y a la pause qui me vient en tête, je vais garder ça, mais à sûrement plein d'autres choses. Donc, si on travaille pas aussi, si on vient pas travailler cette étape de pause entre collègues ou même sans collègues, mais de pouvoir s'extraire d'un groupe pour pouvoir être un temps solo et de se dire, ben, on coupe en fait en arrêtant la cigarette on ne permet plus à cette personne de faire ce break. Si on ne travaille pas autour de tout cet ensemble-là, euh, on prend le risque que la personne revienne à la cigarette parce qu'en fait, elle avait trop besoin de ces instants de pause et ces moments de convivialité. Donc, c'est important de pouvoir, à cet endroit-là, de créer, enfin, de travailler cette étape-là, de routiniser. Et donc, c'est pareil, c'est une étape qui peut durer plus ou moins longtemps. Et ensuite va venir l'étape de terminaison où bah, là, on va considérer que le changement est inscrit dans la nouvelle habitude et qu'il n'y a plus de remise en question, on va dire, de cette ancienne habitude. Voilà pour les différentes étapes. Ce qui est intéressant, du coup, quand on regarde ça depuis vos, depuis vos missions, depuis un dispositif comme Festival en Mouvement, c'est que ça permet de comprendre où se trouvent vos interlocuteurs et interlocutrices dans le processus et de pouvoir proposer une action adaptée. En plus de l'action adaptée, c'est de pouvoir se dire, OK, cette année, on a fait ça, mais l'année prochaine, peut-être qu'on va devoir faire évoluer notre action pour pouvoir justement accompagner l'étape suivante. C'est de se dire, en fait, une intervention isolée, euh, elle a, c'est pas qu'elle a peu de chances de réussir, mais elle doit pouvoir s'inscrire plutôt dans un processus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir comprendre, je ne sais pas si vous l'avez un petit peu perçu, enfin, là je l'ai un petit peu évoqué, mais il y a un travail beaucoup plus important qui permet d'aller dans le détail des postures, mais que chaque étape nécessite de la part de l'accompagnateur une posture plus ou moins différente. Et ce qui est aussi important quand on regarde ce processus, c'est que il est intéressant de pouvoir identifier les personnes à qui on s'adresse, mais aussi les bonnes personnes pour accompagner à cet endroit du processus. On peut se dire, bah en fait, moi je me rends compte que moi dans mes missions, j'ai pas vocation à écouter, à pouvoir accueillir les comportements ou la manière enfin, les besoins de l'individu à l'étape de contemplation, donc cette étape où il y a les résistances, ben peut-être que je vais aller chercher un partenaire, je vais aller chercher les personnes qui font ce travail au quotidien et qui sont en capacité de le faire. Ou alors je vais aller me former pour, mais voilà, c'est intéressant de pouvoir aussi identifier le besoin de la personne, mais aussi le besoin en tant qu'accompagnateur. Euh, voilà pour le schéma. La proposition maintenant, c'est de pouvoir alors là, on vous a mis plusieurs questions, mais peut-être qu'on déjà on peut, avant de revenir, enfin avant d'aller à cette étape de questions, pouvoir prendre des besoins d'éclaircissement sur le schéma, si vous en avez. Je vois pas les mains qui se lèvent s'il y en a, donc prenez la parole. On n'est pas assez nombreux pour qu'il y ait un brouhaha. Donc si vous en avez besoin, prenez la parole et puis posez votre question.
Peut-être juste pour faire le lien, du coup, je vais prendre la parole, pour faire le lien sur le schéma qu'a présenté Malika avec l'enquête Sociotopie. On a remarqué alors en fonction de qui on s'adresse évidemment, hein, mais que par exemple la mobilité elle faisait pas partie des enjeux repérés par les publics, les enjeux développement durable repérés par les publics. Pour eux, pour certaines personnes, le développement durable d'un festival, c'était la question du tri, la question des toilettes sèches, la question du food truck local, etc. Mais l'enjeu de la mobilité, il n'était pas du tout cité la mobilité des artistes, la mobilité des publics, voilà, était pas du tout citée dans ce qui pouvait contribuer à la plus-value développement durable de festival. Donc là, pour vous dire aussi que c'est quelque chose, là on est dans la contemplation, donc on s'adresse à ces personnes qui viennent à notre festival et qui n'ont pas repéré cet enjeu-là, peut-être qu'il faut travailler sur le message, sur la com, ce qui a été fait d'ailleurs dans les premières expérimentations. Il y a aussi autre chose là-dessus, c'est que certaines personnes, et c'est peut-être un paradoxe aussi, à l'endroit où elles en sont, elles ont des habitudes, elles peuvent avoir des habitudes de mobilité douce dans leur trajet quotidien pour aller à leur travail. Par exemple, elles empruntent une ligne de train un peu, enfin voilà, tous les jours, mais elles vont pas forcément avoir le réflexe d'emprunter cette ligne. Alors peut-être il y a des enjeux de fréquence, etc., mais elles vont même pas avoir le réflexe de regarder si cette ligne, elle peut les amener à leur endroit de loisirs ou de voilà, leur festival, etc. Alors même qu'elles sont concernées par ces mobilités douces au quotidien. Donc, pour dire aussi que ça, ce sont des choses qui sont importantes à traiter. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de qui on souhaite toucher pour adapter son message, son accompagnement, etc., c'était aussi pour dire qu'il y a certaines fois des personnes qui vont être un peu pionnières dans le changement de comportement et que c'est intéressant aussi de valoriser ces personnes-là pour, on va dire, un effet boule de neige et que de montrer ce qui est possible, s'en inspirer et puis par, on va dire, capillarité aussi arriver à toucher d'autres personnes. Alors, ça peut être des pionnières chez, par exemple, les bénévoles de votre festival, mais ça peut être des pionnières sur les publics, ça peut être des pionnières sur les artistes aussi. Et ça, c'est aussi, ça a aussi, je laisse Malika aussi me contredire, mais ça peut avoir aussi un effet levier dans le changement de comportement. Donc, il y a plusieurs manières aussi de faire et de travailler sur la manière dont on a d'accompagner les différentes personnes. Véronique, je vois que tu as la main levée. Je suis une bonne élève, bonjour. Moi, je voulais faire un lien avec les expérimentations qu'on a fait, nous. Malika, tu connais, hein, je pense, un peu les expérimentations. Donc, on a une campagne de communication et on a un stand pour le covoiturage, si je ne m'abuse. Et on a proposer aussi de l'animation autour du vélo, les parades. Je pense que la campagne de communication correspondrait plutôt à la phase de précontemplation où on essaye d'informer et d'inciter au changement. Euh, la parade à vélo, je la verrais peut-être plutôt dans la phase de préparation, puisqu'on crée une communauté. Enfin, je sais pas, je pense que là, on peut se poser aussi la question de savoir quels seraient les outils aussi supplémentaires qu'on pourrait créer conjointement. Et est-ce que ceux qu'on a créés déjà répondent à des phases où on a une utilité? Parce que finalement, on peut aussi se poser cette question-là, quoi. Euh, la campagne de com, oui, en effet, je pense que c'est plutôt, je la mettrais aussi naturellement dans l'étape de pré-contemplation, mais avec pas un bémol, mais c'est-à-dire que quand on s'adresse, quand on choisit de parler avec tel registre sur une campagne de com, on fait déjà un choix sur à qui on s'adresse.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement, c'est de se dire, bah, en prenant plutôt des arguments de type écologique, on fait le choix de s'adresser à des personnes qui en sont à un niveau de, je sais pas si c'est un niveau de conscience, mais en tout cas, pour qui les enjeux écologiques, c'est important, qui dans leur quotidien euh, font des choix A ou B en fonction de ce type d'argument. Quelqu'un qui ne fait pas ses choix en fonction des arguments écologiques pourra passer 10 ans, 20 ans devant ses campagnes de communication, mais ne se sentira jamais concerné pour ces sujets. Peut-être que une campagne sur les éléments économiques vont toucher d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs assez difficile en tant parfois accompagnateur, en plus pour des personnes qui sont à des niveaux d'engagement sur l'écologie assez élevés, de se dire, ben, en fait, on va défendre ce projet avec des arguments économiques. Ça paraît juste inconcevable parce que c'est comme renier la cause. Et en comprenant qu'on a tous, c'est pour, je crois que dans le, je sais pas si j'en parle dans la diapo où je pose plusieurs questions, en prenant, enfin en acceptant qu'on a tous ben, un iceberg différent, on a tous un héritage, une construction différente, et que c'est OK que bah, la personne en face de toi n'a pas le même parcours de vie et ne va pas être touchée par les mêmes arguments que toi, et que du coup bah, tu adaptes ton discours. Déjà, on a plus de chances, on va dire, de pouvoir élargir le champ de public à qui on s'adresse. Mais je pense que c'est une réelle difficulté pour des personnes engagées, bah, presque militants dans l'âme. Donc ça voudrait dire qu'il faut vraiment bien connaître les raisons pour lesquelles il y a justement ces habitudes. Donc Oui, il faut adapter, en fait, il faudrait que chacun, chaque festival en mouvement réadapte éventuellement la campagne de com avec des arguments en fonction de leur propre public. On voit bon, des publics jeunes qui ont plus la conscience écologique et des publics plus âgés qui peut-être ont d'autres problématiques. C'est peut-être intéressant d'avoir une réflexion là-dessus, comment on embarque ces gens, enfin ces personnes-là. Donc c'est euh, une campagne de communication telle que nous, on l'a imaginé finalement, qui est assez large, diffusée, peut atteindre très bien sa cible, comme elle peut très bien ne pas y arriver sur certains oui, festivals, et qu'il y a une raison pour ça, et que c'est pas pour autant que voilà, il faut abandonner le sujet non plus. Enfin, oui. Non, non. c'est un peu ça aussi, c'est de dire voilà, c'est une des étapes, c'est cette communication. Il y a peut-être d'autres moyens d'atteindre certaines cibles. Tout à fait. Et dans les autres moyens d'atteindre certaines cibles, c'est pouvoir aussi, comme je disais tout à l'heure, se dire, bah, est-ce que c'est nous les bons relais? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de pouvoir travailler avec telle grosse entreprise? On est sur un territoire où il y a une énorme entreprise de l'aviation. Et qu'on sait très bien que parmi ces salariés, bah, il y a, je sais pas moi, peut-être 5 000 personnes qui viennent sur notre festival. C'est quoi? Enfin, aller donner des arguments à des personnes qui sont dans leur quotidien en train de travailler sur des avions, des arguments sur le bas carbone, ça peut être hyper percutant et difficile à entendre. Donc peut-être aller travailler à un autre endroit. Se dire, bah, en effet, le volet économique qui fonctionne. Le volet technique, low-tech. La low-tech, elle est intéressante pour certaines personnes parce que c'est l'ingénierie, c'est poser la question de comment faire autrement, c'est challengeant à un autre endroit que uniquement la question de l'écologique, de l'écologie, pardon. On est tous stimulés par des choses différentes, quoi. Mais par contre, vous, à votre endroit, réseau, équipe des festivals, bah, vous avez une compétence qui est la vôtre et qui a un endroit précis. Enfin, vous demandez de travailler sur une campagne de com
enfin peut-être pas une campagne de com, mais travailler une action où on va mettre en avant beaucoup plus les compétences, en effet, low-tech ou sur l'économie, bah, peut-être que c'est intéressant d'aller travailler avec des gens pour qui c'est le cœur de métier. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites aussi enfin, sur le dispositif quand vous allez chercher de l'expertise sur les trains. Enfin, vous avez déjà mis ça en place. Euh, Ce que je vous propose, est-ce que peut-être quelqu'un d'autre parmi les participants souhaite qu'on parlait de l'action, l'expérimentation qui a été mise en place en 2024 et qu'on regarde justement, selon vous, à quelle étape du processus cette action elle était destinée et à qui elle s'adressait pour voir ben, s'il y a euh, si les choses elles s'alignent ou peut-être il y a un écart et ce qui peut expliquer le fait que l'action ait été suivie ou un peu moins suivie. Moi, je vois dans le chat, je vois qu'il y a Manon de Pause Guitare Ouais. qui a posé son action. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole et nous expliquer un peu. Oui, bonjour. Alors en fait, c'est pas réellement une expérimentation qu'on a mis en place cette année. C'était plus un constat, voilà, quelque chose qui a à travailler. Donc je sais pas si c'est très pertinent, mais par contre j'ai un autre exemple d'expérimentation qu'on a essayé de mettre en place l'année dernière. C'est un convoi à vélo et on a eu zéro participant quasiment. Bon, Ok. après, je sais un peu pourquoi, hein, mais donc c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé non plus. Enfin bon, voilà, je ne sais pas ce qui est le plus pertinent du coup. Euh, ben, si on prend la parade à vélo, enfin, moi je te propose Ouais. qu'on la prendre. Donc la parade à vélo, pour toi, vous l'avez pensé comme une action, ce serait le passage à l'action? Alors, hum, en fait, c'est un peu un plus pour promouvoir le vélo, Ouais. essayer de le rendre un peu plus visible l'utilisation du vélo pour encourager d'autres personnes peut-être à faire de même. On a déjà un parking à vélo sur le festival qui est très utilisé. On a déjà beaucoup de gens qui viennent à vélo, mais bon, c'est pour essayer de Ah oui, d'accord. d'améliorer encore ça. Il y a déjà une Ah, bonne pratique du ouais, ouais, vélo. ouais. Ok, d'accord. Mais peut-être que voilà, c'est pour visibiliser ça et que ça déclenche peut-être quelque chose chez d'autres personnes qui diraient Ok, donc les personnes qui étaient concernées par cette parade à vélo, enfin par ce, c'est pas le parade que tu as utilisé, mais un convoi plus qu'une parade parce qu'on n'avait rien prévu de particulier qui en fasse d'accord. une parade, quoi. C'était plus se dire rendez-vous à tel endroit pour aller au site, sur le site du festival ensemble. Ok, d'accord. Donc les personnes qui étaient que vous cibliez pour ce convoi en vélo, c'était des personnes que vous savez qui déjà venaient en vélo? En fait, je sais pas, hein, je sais pourquoi ça n'a pas marché, hein. Alors vas-y, Ça n'a raconte-nous. pas été très bien réfléchi et que c'était pas adapté justement aux personnes à qui ça aurait pu convenir. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de cible, on savait pas trop à qui on le proposait, quoi. Hmm, Il y ok. a eu très peu de communication dessus avant, ça a été décidé très peu de temps avant le festival. Voilà. Donc c'est pas étonnant que ça n'ait pas marché, hein. Ok. Et du coup, oui, je pense que si on le referait, enfin si on décidait de le refaire cette année, faut bien se poser la question de oui, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse aux personnes qui viennent déjà à vélo, mais dans ce cas, quelle plus-value ça leur apporte? Ou Hmm. est-ce que on s'adresse à des personnes qui sont peut-être sur le point de changer de comportement en leur proposant un truc cool, allez, bah venez, on s'y met à plusieurs, on y va ensemble, on teste. Et du coup, ce qui est intéressant pour des personnes qui seraient sur ce questionnement de changer de comportement, c'est de se dire, est-ce que juste le covoiturage, enfin le covoiturage, j'arrive pas avec ce terme, avec le fait de faire le voyage ensemble, est-ce qu'il y a un besoin matériel supplémentaire?
Est-ce que il faut, je sais pas moi, des partenaires qui sont plutôt là sur la sécurité routière? En fait, c'est quoi le besoin qui était protégé dans cette période de précontemplation qui disait qu'ils y passaient pas? Qu'est-ce qu'on va devoir sécuriser pour faire en sorte que cette première expérience, elle soit motivante, sécurisante? Ouais, ouais. Mais comment on fait pour savoir ça? Faut discuter avec les gens et savoir ce qui les freine. Hmm. Et oui, il faut prendre le temps de pouvoir discuter. Euh, et ouais, de nouer le dialogue. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on commence à pouvoir enfin, mettre le doigt sur des besoins dans une discussion, dans une relation qui est un peu plus longue. Sinon, tu vas rester avec des arguments qui sont la partie visible de l'iceberg, quoi, Ouais. organisationnel. J'ai une question, Manon. Vous n'avez pas fait une enquête après avoir enfin voilà, travaillé sur ces questions-là pour un peu affiner? Parce que c'est intéressant peut-être aussi avec les expérimentations, c'est de pouvoir suivre un peu pourquoi. Est-ce qu'ils Mm. n'étaient pas informés? Est-ce que voilà, il y a encore des questions de sécurité? Est-ce qu'il faisait pas beau, il pleuvait? Et puis enfin, je sais pas. Bah, on n'a pas fait d'enquête parce que, enfin, on a une enquête qui est ouverte à tous les festivals, mais on n'a pas intégré une question spécifique à ça dedans. Et comme il n'y a pas eu de participants, on ne peut pas faire une enquête auprès des non-participants. Donc c'est, ouais, non, on n'a pas, enfin, j'ai eu que les retours de l'association qui organisait le convoi. Mais bon, eux non plus, ils savent pas trop quoi. Ouais, ouais. Et je voulais aussi rebondir sur le fait de créer une communauté. Nous, on a créé des bracelets, enfin on a un outil qui permet de créer des bracelets justement pour pouvoir se reconnaître. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont utilisé, entre celui qui fait du covoiturage, celui qui fait du vélo, ce genre de choses-là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé. Nous, on avait mis à dispo les petits stickers. C'était pas les bracelets, mais c'était les stickers. Et ça a bien, enfin, ils sont tous partis. Est-ce que je peux poser une autre question, Malika? Je vais aller rentrer dans le vif du problème. Oui. Euh, Là, c'est un processus qui est quand même assez long, etc. Alors, je parle peut-être pas pour les publics, quoique, mais le fait, par exemple, d'imposer des choses en se disant de toute façon, on n'y arrivera pas autrement. Bah, il y en a qui disent, on supprime carrément le parking, ou on fait des tarifs plus élevés à ceux qui viennent seuls en voiture, ou on ne prend plus, enfin, on n'accepte plus telle ou telle chose. Enfin, ça peut être pour d'autres choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un risque en fait pour l'organisateur? Enfin, je sais qu'il y en a qui le font, hein. Après, je ne sais pas si c'est la méthode un peu finale et un peu abrupte, mais qui finalement, pour certains, c'est Euh, la facilité, quoi. Alors, j'ai pas, je pense pas pouvoir donner une réponse scientifiquement prouvée avec preuve à l'appui, mais mais de ce que je peux dire, ce que je peux en dire, c'est que oui, il y a un risque. Il y a un risque, surtout sur un endroit où il n'y a pas d'obligation, on n'est pas dans le cadre du boulot, on n'est pas dans un environnement où on est obligé de faire la chose. Oui, il y a un risque que la personne se dise, bon bah ok, en fait c'est devenu un festival écolo, c'est ça? Bon bah tiens, qui reste entre écolo. Enfin voilà, il y a ce risque de comportement, d'opposition qui fait que la personne n'ira pas. Euh, et il y a aussi potentiellement, bah, pour certains, cet encouragement de dire, ah, ils ont fait des vrais choix, ils s'affirment en tant que festival sur cette question-là, bah, super. Donc voilà, il y a, on va dire, potentiellement les deux extrêmes qui vont soit être mécontents, soit contents. Mais moi, par rapport à
on va dire, ce dont je venais de vous parler juste avant sur l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement, c'est une méthode, on va dire, c'est euh, une méthode ou presque même une philosophie qui considère que la personne en face a le droit de dire non. Quand on accompagne un changement, c'est aussi laisser la possibilité à la personne en face de dire non, d'aller selon son propre processus, de pas forcer la main. Si on est plutôt dans une posture d'imposer un choix, on va considérer qu'on va plutôt être en pilotage ou conduite du changement. À certains endroits, ça peut être intéressant, hein. On peut faire le choix consciemment que certaines actions, elles soient imposées et à d'autres endroits de certaines actions du festival, d'autres dispositifs, faire le choix de l'écoute, d'aller interroger les besoins, d'intégrer ces besoins à la mise en place du prochain dispositif, enfin d'être vraiment dans ce processus. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de le faire en conscience et de se dire, bon, bah ok, là, collectivement, équipe, bénévoles, salariés, enfin, les personnes qui sont à la manœuvre de ces dispositifs, de pouvoir le faire en conscience et du coup d'accepter ben, ce qui en découle. Est-ce que Claire, tu as envie de témoigner? J'interpelle Claire parce que Claire, elle connaît bien ce schéma. En fait, je cherchais comment lever la main, je trouvais pas, mais oui, salut Malika. Euh, Bonjour tout le monde. Moi, je vais me permettre de parler du coup de la mise en place d'une plateforme de covoiturage euh, qui, du coup, pour la première année, n'a pas vraiment fonctionné ou très peu. Alors effectivement, le processus qui est long, j'étais au courant. C'est pour ça que d'ailleurs on va continuer à travailler avec TribuLife, donc la plateforme de covoiturage, et espérer qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'inscrivent. Déjà s'inscrire, ça serait déjà pas, ça serait un très grand pas. Après, on trouve ou on trouve pas de place. Euh, la difficulté, nous, c'est vraiment l'âge de nos publics et surtout le fait qu'on soit en zone rurale. Donc, on a beaucoup de personnes qui arrivent de petits villages aux alentours et des gens qui, effectivement, ont l'habitude d'être dans leur voiture individuelle. Comme ça, ils sont libres de venir repartir comme ils veulent. Voilà. Donc, on a communiqué un peu sur cette plateforme. À mon sens, pas assez. Et là, effectivement, quand je revois le schéma, je me dis que c'est bien, enfin, ça serait bien qu'on arrive à cibler, enfin, voilà, s'adresser à vraiment ce type de public-là qu'on connaît finalement. Et effectivement, c'est peut-être un peu moins, c'est pas forcément l'argument économique, je pense. Parce que effectivement donc il y a bon, c'est des personnes qui sont un peu plus voilà qui sont un peu plus âgées qui ont les moyens je pense. C'est plutôt le côté je pense convivial, enfin moi je l'ai analysé comme ça, et le côté peut-être pratique de se dire bah, en fait il y a des personnes qui certainement habitent dans le même village que vous. Pourquoi est-ce que vous en profitez pas pour à la fois vous rencontrer et faire un trajet ensemble dans la convivialité. Et la deuxième chose, mais que j'ai pas réussi à mettre en place l'année dernière, c'était d'essayer de créer une communauté, je pense. Je sais pas du tout comment, parce que c'est pas des Instagrammeurs. Et peut-être valoriser, comme on disait tout à l'heure, voilà, les personnes qui le font, et peut-être avoir des témoignages ou des choses comme ça, voilà, qui permettront en tout cas d'avoir de plus en plus de monde sur cette plateforme. Tous les cas, a priori, là où se situe votre action, c'est vis-à-vis de personnes qui seraient plus en étape de préparation, ont déjà intégré
la potentialité de faire du covoiturage et sont plus à un endroit de se dire, bon, bah, comment c'est possible? Est-ce que, enfin, voilà. En fait, je pense qu'il y a il y a deux choses. Il y a ceux qui ont l'habitude de faire du covoiturage, mais entre amis. Donc, voilà, qui vont venir à quatre dans la voiture parce que c'est deux couples ou quatre copines, ou je ne sais pas. Mais que nous, on ne va pas réussir à aller, on n'est pas au courant, parce ils passent pas par des plateformes. Et ensuite, il y a les autres qui, je pense, ne font jamais de covoiturage. Donc, c'est comment les sensibiliser, à eux, en fait. Ou les autres, qui, effectivement, peut-être qu'il leur reste une place dans la voiture et qui pourraient très bien mettre l'annonce sur Tribulive, qui est en plus une plateforme quand même très pratique et facile d'utilisation. Mm. Ok. Du coup, juste clair, vous avez l'intention de continuer de toute façon ce dispositif-là, de ne pas le laisser tomber. Tout à fait, ouais. Parce que pour revenir justement sur la question du temps long, Mm, c'est vrai que avant que ça, bah, nous, vous savez, peut-être on est en train de tester des trains un peu plus tard à Avignon à 23h30, avec une communication qui arrivait d'ailleurs très très tard, malheureusement. Et la première réaction qu'a eu la région et la SNCF, c'est de dire, ah, il y avait personne, c'est pas sûr que ça vaille le coup. Bon, en dehors du fait qu'on a mal communiqué, on sait aussi que c'est aussi changer des habitudes mm, euh, de personnes qui se disent bah, je vais venir en voiture ou je ne veux pas venir parce que je ne peux pas venir en voiture et qui découvrent ça et qui le testent. Et on a un gros travail. Et d'ailleurs, on a fait un article je le dis là parce que je pense que ça rentre dans la phase justement de rassurer les gens. On a envoyé Céline, notre collègue, faire le test pendant 3 jours, prendre le train à 11h30, rencontrer les gens, etc. Et elle a fait un petit carnet de voyage en disant bah, ça s'est super bien passé finalement. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des vieux. Il y avait des gens de la SNCF qui étaient là, etc. Aussi pour un peu expliquer les choses. Mais on a dû un petit peu insister pour dire à la région, à la SNCF, mais c'est une première étape, les gens ne le savent mm, pas, ne sont peut-être pas prêts encore de changer des habitudes, etc. Et moi, j'entends souvent des gens qui, en effet, enfin des festivals, qui testent des trucs et qui disent, ah bah ça nous a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris du temps, finalement ça n'a pas marché. Alors, il y a peut-être plein de raisons pour le fait que ça n'a pas marché, mais, tout le monde dit, vaut mieux tester 2, 3, 4 ans vraiment avant de se dire ouais ça fonctionne ou ça fonctionne pas parce qu'il y a vraiment des choses, enfin des habitudes et des inquiétudes hein, aussi. De prendre le train à mm, 23h30 quand on est une jeune femme, je pense que bon après sortir de Festival d'Avignon, c'est pas peut-être une population un peu plus tranquille, mais elle était avec des jeunes qui allaient même pas au Festival d'Avignon, qui prenaient le train en se disant bah tiens il y a le train, on va pouvoir sortir quoi. mm. Et, je Oui, pense oui, que mais c'est pour ça que moi, je veux continuer, même quand voilà, j'ai fait le bilan l'année dernière avec mon équipe, je leur ai dit, bah voilà, effectivement, ça a pas vraiment marché, mais il faut continuer. Il faut continuer parce que en fait, ça, on va créer une habitude, enfin, j'espère. Et surtout, il faut qu'on continue à faire de l'information, à communiquer. Et peut-être qu'effectivement, des personnes qui vont le faire une fois vont peut-être essayer, vont se dire, mais en fait, c'est super. Puis ils vont en parler à bah, je sais pas, à d'autres personnes qui connaissent, qui viennent au festival. Et bon, voilà, ça fera peut-être, j'espère, boule de neige. Mais oui, oui, effectivement, on va continuer. Et puis, on verra cette année comment ça fonctionne, oui. Je pense que sur un exemple comme le vôtre, le côté récit, témoignage, c'est en effet intéressant à mettre en place. Euh, Communiquer sur les avantages à changer, peut-être même sur les petits plus après, lors du festival, quand on a mis ça en place. Enfin, que du coup, on se sente un petit peu privilégié pour d'avoir mis ça en place, quoi. Enfin, pas d'avoir mis ça en place, mais de pouvoir en bénéficier. Mm. Oui, tout à fait. Est-ce que Marine et Anne-Laure, vous pensez qu'il est pertinent de passer à la suite? Ouais. Oui, Ok. oui, oui, oui. Alors, je repartage mon écran. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller... Hop.
d'aller explorer un peu plus dans le détail l'étape de contemplation qui correspond, comme je vous disais tout à l'heure, à une étape où vont s'exprimer les résistances. Pourquoi faire ce focus à cet endroit-là? Puisque les résistances, très souvent, sont assimilées au fait que la personne s'oppose à ce qu'on est en train de leur dire. En plus de ça, va évoquer des arguments rationnels, logiques, et que voilà, c'est vraiment un mouvement d'opposition par rapport à ce qu'on est en train de proposer. Et puis que euh, pas le sentiment, mais le positionnement qu'on peut avoir naturel, c'est la contre-argumentation. Et qu'à ce moment-là, la contre-argumentation, finalement, elle n'est pas forcément hyper indiquée. Si on était chez le médecin, on dirait non, non, la contre-argumentation, c'est pas forcément le bon comportement à avoir à ce moment-là. Puisque, en fait, une résistance, qu'est-ce que c'est? Une résistance, c'est un système de protection naturel et inconscient qu'un individu va mettre en place pour pouvoir se protéger, comme je vous disais, de quelque chose qui lui arrive, qui vient menacer un comportement qui était mis en place, stabilisé, sécurisant. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qu'on reçoit. OK, on a compris que ça nous concernait. Mais pour autant, on n'est pas encore prêt à pouvoir le mettre en place. Donc ce comportement, il est complètement légitime et inévitable. Et il fait partie du processus de changement. Et ce qui est intéressant de comprendre dans la résistance, c'est que elle vient bloquer une source d'énergie qui est là et qui pourrait être intéressante à venir incorporer à la proposition d'action qui va suivre. En gros, si j'argumente de façon plus ou moins rationnelle sur le fait de ne pas prendre le vélo parce que franchement, sur la route, il n'y a que des dingues qui roulent n'importe comment, il y a des voitures et c'est vraiment dangereux. Bon, il y a peut-être un sujet autour du sentiment de sécurité, de devoir que la personne ait besoin justement de prendre soin de ça, de la question de la sécurité routière, sa propre sécurité à elle, ouais, de se sentir pas menacée par son environnement, l'environnement voiture et autres quand elle est à vélo. Et donc, de pouvoir intégrer à la proposition, à l'action, ce besoin-là, c'est se donner beaucoup plus de chances derrière que la personne puisse passer à l'action. Par contre, de contre-argumenter en disant, mais non, t'inquiète pas, il y a le nombre de morts sur la route à vélo, finalement, tu sais, il représente que 3% par rapport au nombre de morts en voiture. Enfin, voilà, c'est typiquement le genre d'argument qui va pas forcément aider au processus. Quelques outils intéressants à avoir en tête et à pouvoir intégrer à sa stratégie d'accompagnement quand la personne est justement en situation de résistance. D'abord, c'est l'écoute active. L'écoute active, ça va être pourquoi active? C'est que on écoute, enfin dans une discussion, il y a toujours une personne qui parle, une personne qui écoute et vice-versa. Mais là, ça va être une écoute où on va porter une attention particulière sur ce qu'on est en train ce qu'on est en train d'entendre et surtout ce qu'il est en train de s'exprimer. C'est de pouvoir se dire, OK, là, justement, je ne vais pas être dans une posture de contre-argumentation. Je vais me focaliser sur ce que la personne est en train de me dire. Qu'est-ce qu'elle est en train d'exprimer? Donc, ça va commencer par voilà, de l'écoute et puis derrière, pouvoir alors valider, je l'ai noté, ces différentes cautionnées. De pouvoir derrière se dire, OK, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est bien ça que tu viens de dire? Alors là, je caricature les différentes étapes, bien sûr, dans la discussion du quotidien. euh,
à adapter à votre sauce. C'est d'un coup commencer à être à dire, est-ce que tu viens de dire exactement ça? Ça peut paraître un petit peu décalé avec la situation. Il faut pouvoir voilà, l'intégrer à la manière dont vous avez de vous exprimer avec les autres, mais de pouvoir vraiment valider voilà, vis-à-vis de l'autre que c'est bien pour cette raison que ce changement paraît peu possible, acceptable dans son quotidien. À ce moment-là, pour certaines personnes, elles vont venir clarifier, dire, mais non, mais en fait, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Ou oui, mais il y a aussi ça. Et c'est là, ce qui est intéressant, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la partie immergée de l'iceberg. Alors, peut-être pas tout de suite dès le deuxième échange, mais on va commencer la personne va commencer à se dire, bah oui, et puis c'est vrai que bah, j'ai eu une expérience quand j'étais enfant qui s'est mal passée. Ah, ok. Donc là, il y a un récit qui commence à se dire sur l'expérience liée au vélo ou au train, enfin voilà, au nouveau comportement proposé. Et donc c'est ça qui est intéressant dans la posture d'accompagnateur. Donc l'écoute active, ce qu'il faut retenir, et c'est ce qui est noté sur le côté, c'est que on n'arrive pas avec l'intention de convaincre son interlocuteur et on n'a pas d'attente vis-à-vis de l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va pas chercher, on va pas se dire il faut que je l'amène là, mais mon intention, c'est de pouvoir l'intégrer à la nouvelle proposition et partir de sa réalité à lui. De pouvoir aussi écouter le non-verbal, puisque là, l'exemple que je vous ai donné, c'est avec des mots, mais on peut aussi être face à des personnes où on sent de la tension, il y a des choses qui se jouent, et c'est de pouvoir aussi être attentif à ça. Et ce qui est intéressant dans la reformulation, c'est de montrer déjà l'attention que vous portez à ce qu'il est en train de se dire, à ce que la personne est en train d'exprimer, et de faire valider ce qu'on a entendu. Pour aller un tout petit peu plus loin dans les outils à intégrer face aux résistances au changement, donc on reprend sur il y a la première partie, donc en tenir compte la résistance et l'utiliser. L'étape qui pourrait suivre, la clarification du besoin. Donc si dans la discussion on vient de comprendre qu'il y avait un enjeu, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir euh, voyager de façon vraiment sécurisée, c'est de pouvoir intégrer ce besoin de sécurité au passage à l'action. Et de pouvoir avoir dans sa boîte à outils des questions ouvertes. Je ne sais pas si vous faites la différence entre questions ouvertes et fermées. Questions ouvertes, ça va être des questions qui vont inviter la personne à raconter euh, les choses et pas juste à répondre oui, non. En gros, ça va être des questions qui vont commencer par qu'est-ce qui est à ta portée, qu'est-ce qui dépend de toi, comment tu imaginerais les choses. euh, à partir de ce constat, que pourrais-tu faire? Donc là, il y a quelque chose qui se raconte, à la différence d'une question fermée où on va demander à la personne de valider ou invalider. Est-ce que ça t'irait si on faisait ça? Oui, non. Bon. Et du coup, ben là, on laisse pas trop de place à ce récit et au fait de pouvoir laisser la personne imaginer la construction de cette future action. Donc ça va être une stratégie où l'enjeu, c'est de tenir compte, donc d'interroger la résistance, le besoin caché, et de pouvoir l'intégrer au passage à l'action. Une autre stratégie, ça va être celle de construire de nouveaux imaginaires. En gros, pourquoi travailler sur les imaginaires? C'est que par rapport à ce que je disais juste avant, on possède une puissante mémoire reproductive qui nous pousse à répéter sans cesse des actes qui nous conviennent ou qui nous conviennent plus, mais qui nous maintiennent dans une zone connue sécurisante. Et donc, en investiguant, pardon, l'imaginaire, on va essayer de déjouer ces réflexes cognitifs, cette mémoire à l'origine de nos répétitions et d'imaginer justement un processus cognitif qui nous permette d'explorer un monde mentalement différent et émotionnellement différent.
Parce que la partie émotionnelle, elle joue aussi beaucoup, comme j'ai pu le dire plus ou moins enfin, de façon visible dans la présentation juste avant. C'est que parfois, ça passe presque par le corps. Il y a des choses qui nous sont juste impossibles parce que on a un souvenir émotionnel lié à ce sujet qui est vraiment pas possible. Donc, de pouvoir construire une expérience où émotionnellement c'était différent, c'est aussi intéressant. Donc là, dans la construction de nouveaux imaginaires, donc l'enjeu, c'est de déjouer la mémoire à l'origine de nos répétitions et dans le dialogue, dans les questions, dans les échanges qu'on va pouvoir avoir avec la personne qu'on cherche à accompagner. J'ai essayé d'en inventer deux pour deux typologies de personnes. Pour une personne qui mettra en avant le manque d'infrastructures disponibles sur son territoire, qui vivrait par exemple en milieu rural ou dans une commune où vraiment tout est hyper complexe, de pouvoir l'amener à dépasser cette problématique de la complexité des transports et se dire, bon, imagine-toi que tout est OK, les infrastructures sont disponibles pour les mobilités douces et que voilà, tout est soit possible, à quoi ressemblerait ton mode de déplacement idéal pour venir sur ce festival? Donc on amène la personne à se projeter dans un endroit où ça fait du bien, où mentalement c'est réjouissant, où on peut imaginer les possibles. Une autre phrase, une proposition pour quelqu'un, plutôt un membre de l'équipe, c'est de te dire, bon, imagine que là, la mobilité des équipes dans l'année qui va arriver, ça devienne une priorité pour la direction. Pour toi, ça ressemblerait à quoi? Ça serait quoi vraiment un accompagnement idéal de par notre direction pour qu'on puisse se déplacer autrement? Et vraiment, l'idée étant de pouvoir mettre de côté tout ce qu'on mentalement on vient constamment poser comme un frein, comme se dire bon bah mais dans la réalité c'est pas possible. Donc on n'essaye même pas d'imaginer au-delà de cette réalité-là. Donc voilà les petits outils euh, à partager. Est-ce que ça vous parle? Je sais que hop, j'arrête le partage. Euh, je sais que quand on en a discuté avec Marine et Anne-Laure au moment de construire le webinaire, on se disait que ça pouvait être des outils intéressants à mettre dans les mains des personnes peut-être des bénévoles, des équipes qui sont face aux résistances des festivaliers, qui sont, je sais pas moi, à l'accueil ou à des endroits qui sont constamment face aux critiques, sur les réseaux sociaux aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent maintenant dans nos vies sur les réseaux sociaux quand on est critiqué pour telle ou telle action. Voilà, doter ces personnes-là d'outils euh, intéressants et pas juste dans la contre-argumentation, justement, de pourquoi on a fait ce choix ou autre, quoi. Véronique, tu veux prendre la parole? Oui, excusez-moi, hein, j'en pose beaucoup, Vas-y. mais je trouve que c'est intéressant justement de voir comment on peut nous s'approprier, enfin comment les festivals peuvent s'approprier ce genre de choses-là. Là, Malika, tu as essentiellement parlé d'un échange de personne à personne. Nous, on va s'adresser à des groupes plus importants. Est-ce qu'il existe des outils, des jeux, des animations et des choses comme ça qui permettraient justement de travailler sur ces questions-là, sur des groupes? Alors, ça peut être en interne, c'est peut-être plus simple parce qu'il y a une petite équipe, mais à voir comment on peut travailler aussi avec les publics. Là-dessus, est-ce qu'il y a des exemples d'outils, d'animation? Je me dis, il y a peut-être des jeux, des animations, enfin, des trucs qui permettent peut-être d'avancer là-dessus avec un public plus vaste. Ouais. Euh, alors, au niveau d'un groupe constitué tel une équipe, oui, il en existe. Sur la question des imaginaires, par exemple, il en existe. Sur le fait de pouvoir travailler la reformulation, c'est aussi des dispositifs qui sont faciles à mettre en place dans un groupe constitué qui se connaît. Enfin voilà. Euh, auprès on va dire, d'une communauté
dont on ne maîtrise pas vraiment le périmètre assez large comme les festivaliers. Euh, je ne sais pas. Joker. À aller. Non, mais ça m'étonnerait pas qu'il existe des choses. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir aller explorer à cet endroit-là. Euh, je sais pas. Est-ce que c'est pas à créer si ça n'existe pas? Parce que finalement, ça peut être justement pendant un temps de festival avec, parce que ça se fait de plus en plus, hein, les systèmes de jeux, d'animation, etc., où les gens pouvoir un peu confronter aussi ça, parce que je me dis, bon, à part les enquêtes qu'on peut faire, ou éventuellement des enquêtes qualitatives comme on a fait avec Sociotopie, hein, finalement, il y avait aussi la possibilité de recueillir. C'est compliqué cette phase-là, je la trouve plus compliquée. Voilà, quand on s'adresse à justement à des groupes qui ne sont pas constitués. Alors les équipes, c'est différent parce qu'il y a des temps conviviaux, il y a tout à fait la possibilité, je pense, dans les festivals, peut-être qu'il y en a certains qui l'ont fait, de faire des animations autour de la responsabilité ou d'autres sujets. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des idées là-dessus, qui ont imaginé des choses. Oui, il y en a un qui me vient, c'est le porteur de parole. C'est un dispositif dans l'espace public, mais qu'on pourrait imaginer sur un festival où l'idée c'est de poser une question et d'avoir plusieurs personnes qui vont rencontrer les gens et leur poser cette question et récolter leurs réponses et les afficher. Et du coup, petit à petit, de créer comme une exposition euh, euh, enfin, en grand format, quoi, où on puisse lire les réponses des personnes et derrière créer une discussion autour de ça. Mais ça nécessite, en fait, à cette étape-là, il y a toujours un prérequis, c'est que la personne soit OK pour venir pour l'échange. On peut pas forcer quelqu'un à venir dire ça. Et cette relation de confiance, de dialogue, ben oui, elle doit pouvoir se penser, en effet, peut-être avec des jeux, des dispositifs à mettre en place sur les festivals, mais j'ai pas d'outil là qui me vient sur des choses qui seraient en amont du festival sur un temps où les personnes sont dans leur quotidien, enfin où on maîtrise pas vraiment à qui on s'adresse. Mais et en même temps, il y a des choses qui me viennent en tête, mais je sais pas si Est-ce qu'un forum ouvert, par exemple, où on pose cette question-là de la mobilité en invitant plusieurs est-ce que ça pourrait éventuellement, parce que comme tu disais, il faut pas pardon, argumenter. contre-argumenter. Donc c'est plutôt voilà donner la possibilité à chacun de s'exprimer. Est-ce que tu penses que ça, ce genre de forum ou de rencontre, on fait un apéro de présentation de la programmation et on en profite pour poser cette question-là et on met des tableaux où chacun peut positionner son avis. Enfin, je sais pas. Ah bah complètement, je pense que de toute façon, il faut tester. Euh, oui, tout à fait. Si je peux ajouter quelque chose aussi par rapport à ce focus sur les résistances, ce qu'on avait dit également, c'était moins par rapport au travail un peu fin sur les résistances des festivaliers que celui éventuellement des équipes qui vous entourent pour mettre au travail ces sujets-là. Et à mon avis, mais voilà, c'est une proposition, mais ce travail de connaître et puis lever des résistances et puis de dialogue, ça peut permettre de désisoler le ou la référente d'aider d'un festival. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est possible que vous vous retrouviez, peut-être ça s'est déjà produit, mais devant
je fais des grosses caricatures, mais la personne qui s'occupe de l'admin qui va dire ah non mais là ça coûte trop cher, ou la personne qui s'occupe de la logistique qui va dire non mais attends t'imagines il faut tout changer sur la gestion des bénévoles, ça on n'a jamais fait ça comme ça, ou les personnes enfin je sais pas moi les techniciens qui vont devoir repenser leur manière de fonctionner et du coup c'est peut-être moi, enfin en tout cas ce travail sur les résistances, je l'avais moins envisagé sur l'ensemble des festivaliers, puisque ça a été vu peut-être sur les étapes d'avant, que sur un travail en interne dans les équipes. Alors pas forcément pour changer, enfin, on peut travailler sur les mobilités de l'équipe aussi, un des objectifs de Festival en Mouvement, mais c'était aussi pour faire de l'équipe des alliés dans votre travail sur l'accompagnement au changement, sur les mobilités douces. Donc c'était plutôt aussi autour de ça qui était assez axé ce focus, cette deuxième partie du travail. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que dit Marine, dans la mesure où, au-delà d'en faire un temps dédié, faire rayonner une nouvelle manière aussi de percevoir les résistances et une nouvelle manière de dialoguer avec des personnes qu'on pourrait en effet penser opposées à nous, l'écolo de service qui essaye de bousculer toujours tout, voilà, de pouvoir sentir, enfin de pas voilà créer un sujet qui crée deux groupes, les pour et les contre, mais une manière de travailler ensemble et de pouvoir intégrer les réalités de chacun et de pouvoir laisser la place au discours qui serait contre, quoi. Et pour revenir sur la question, l'idée du forum, je pense que c'est des outils qui sont en effet hyper intéressants si on les prépare et on les travaille justement pour leur donner la possibilité enfin pour que les personnes qui l'animent, qui en sont, on va dire, aux manettes, puissent être dans cette posture-là et dans les outils qui pourraient être mis en place. Marine, tu t'es figée. Oui, j'ai des problèmes de connexion, j'espère que ça n'a pas impacté l'enregistrement. Est-ce que je peux poser une question un peu à l'ensemble des personnes qui sont là? Je pense qu'en effet, si on parle de la question des équipes, vous êtes présents à ce webinaire pour une bonne raison. Euh, quel est en fait le blocage que vous avez eu? Pourquoi vous avez besoin en fait de ce webinaire? Est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés avec avec certains acteurs, enfin festivaliers ou avec vos équipes sur ces questions-là justement? Parce que c'est intéressant de voir quelles sont entre guillemets les résistances et comment vous avez pu les aborder éventuellement. Je sais pas si parce que c'est Manon hein, qui parlait des bénévoles. Est-ce qu'il y a eu, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu justement des blocages? Est-ce que ça s'est fait facilement, pas facilement? Et pourquoi il y a besoin encore peut-être maintenant de revoir les choses? Euh, Bah, encore une fois, c'est pas forcément le meilleur exemple, celui des bénévoles et des voitures, parce que on n'a pas réellement mis en place d'action. Mais après, enfin, moi, ce qui est intéressant, c'est que parfois les blocages, ils viennent de nous-mêmes, enfin de moi-même, où je me dis, mais enfin, je peux pas imposer ça aux équipes, je peux pas leur demander de faire ce changement, c'est trop compliqué. Enfin, des fois, c'est même avant même d'essayer d'initier un changement, nous-mêmes, on a ces blocages-là. Hmm. Par exemple, pour les bénévoles, voilà, j'ai rien initié encore. Enfin, bon, à part des petites actions, des petits messages, mais.
Parce que parfois, enfin voilà, on se dit que les blocages vont être à certains niveaux alors on ne sait même pas en fait. Nous-mêmes, on est dans la phase de, de contemplation. Du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, Manon, et potentiellement de Flore qui dit qu'elle te rejoint, ça serait votre propre anticipation, protection face à d'éventuelles résistances. Se dire, je vais peut-être économiser de l'énergie parce que je sais que c'est leur en demander beaucoup, donc je vais pas à cet endroit-là. Est-ce que c'est ça? Oui, je sais que moi, c'est souvent aussi, enfin, je sais que je pense que c'est le cas de tout le monde ici. On est dans des contextes qui sont souvent hyper difficiles, hyper tendus, économiquement, au niveau de la gestion humaine. On a des équipes qui sont très réduites, qui n'ont pas de temps pour se rajouter des missions supplémentaires. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là. Et le changement, du coup, mais que ce soit sur l'aspect écologique ou autre, ça nous demande, j'ai l'impression, encore plus d'efforts parce on n'a pas le temps de s'en occuper, on a déjà plus d'énergie, on n'a pas les moyens. Voilà. Donc c'est un peu tous ces blocages qu'on a constamment en tête. Et c'est souvent les arguments, quand on essaye de faire évoluer les choses, qui nous sont posés, quoi. On dit, bah ouais, non, mais là, en fait, ça, on va pas pouvoir le mettre en place cette année parce qu'on n'a pas l'argent. Non, mais ça va être trop complexe parce que regarde, déjà là, on a tout ça à gérer. Et c'est des arguments que moi, j'entends, donc je ne peux pas aller contre. Hmm. Que tu partages, enfin que tu Oui, entends. Que... oui. Oui. Ils sont complètement recevables. Mm, mm. Peut-être qu'il serait intéressant ouais, de les faire parler, ces résistances, sur un temps de juste d'échange qui engage à rien. Mais en effet, de pouvoir voir où se trouvent, comme je disais tout à l'heure, des besoins qui pourraient être réinvestis dans une action où finalement, si on l'intègre, bah, c'est possible. Et se dire que ben, ça peut être aussi, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être aussi des choses agréables. C'est que j'ai l'impression que quand tu en parles, dans la manière dont tu en parles, c'est quelque chose qui va contraindre, qui va être un truc qu'on rajoute, qui... enfin, il y a beaucoup de négatifs, c'est ça que je veux dire. Euh, et comment peut-être aussi se dire, ben, on change de prisme et on l'intègre comme quelque chose qui va peut-être faciliter les aspects logistiques. Avec du gain de temps. Enfin voilà, il y a aussi des choses intéressantes dans les actions que vous mettez en place, dans le côté positif, des avantages à changer. Donc, du coup, moi, si je peux me permettre répondre à Véronique, et du coup, bah, aller un peu dans le sens de Manon. Moi, typiquement, là, pour le covoiturage, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la plateforme. Ma difficulté, c'était en termes de communication. Parce que je suis pas chargée de communication et que j'ai eu, on va dire, ouais, des résistances à vraiment mettre en avant cette plateforme de manière un peu poussée, surtout que c'était la première année. Donc, moi, je m'étais dit, il faut quand même qu'on y aille franchement. Ce qui n'a pas été le cas parce que, bah, encore une fois, dans l'équipe de communication, qui est même pas en fait d'ailleurs une équipe qui est intégrée à notre équipe, mais bref, et qui va travailler sur d'autres choses en plus que le festival. Du coup, c'était effectivement, voilà, on fait deux, trois posts, mais on l'intègre dans la newsletter, mais au fond de la newsletter. Vraiment, il faut défiler d'abord tout le reste avant de trouver l'info. Et du coup, la résistance, elle était là. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que je vois effectivement, Flore,
qui parle de du stand qui avait été réalisé. Moi, typiquement, j'aurais adoré pouvoir le mettre sur le festival, mais logistiquement, en fait, il n'y avait pas de place. Enfin, l'emplacement était, voilà, pas possible. Et logistiquement, économiquement, c'était non, non. Enfin, on va pas prendre de stand de covoite qui va le gérer, enfin, qui va s'en occuper. Enfin, voilà, donc derrière, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça pêche pour vraiment mettre en avant cette plateforme et faire en sorte qu'il y ait un changement de pratique de nos publics. Voilà. Hmm. Euh, du coup, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, Claire, c'est que dans la mise en action de la plateforme Tribu Libre, il y a, si on la met à l'étape de passage à l'action dans le schéma qu'on avait tout à l'heure, en fait, il y a des sous-actions qu'il faut pouvoir travailler comme des actions en tant que telles. C'est l'acceptation par l'équipe de pouvoir communiquer, d'en faire, comme tu dis, pas la dernière roue de du carrosse, des choses qu'on découvre si vraiment on a été très courageux de lire la newsletter jusqu'au bout, dans le fait d'en faire une vraie place dans l'organisation logistique du festival, et que ça, c'est des actions en tant que telles. Et vous Mhm. pouvez ça, vous pouvez les replacer dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure en se disant, bah, si le passage à l'action, c'est communiquer de façon visible sur nos outils de com sur Tribu Libre, elle en est où? La chargée de com, enfin, en tout cas, les personnes qui sont concernées par ça. Et du coup, moi, mon travail, ça va être lequel? Est-ce que j'arrive comme en pensant que ben, c'est une évidence parce que c'est son taf et qu'elle se doit de pouvoir communiquer sur ce que je communique? Ou est-ce que je considère que bah, potentiellement elle a peut-être un avis sur la question, qu'il va falloir aussi que j'en fasse une alliée et que si elle est en étape de pré-contemplation, et ben que en fait c'est peut-être elle qu'il faut que j'accompagne. Et ça va être mon taf sur la première année. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que dans une action, celle qui est visible, bah, en fait, ça s'en décline plein d'autres. Sur l'aspect logistique, c'est qui gère ça? Ok, bah lui, ce mec-là ou cette nana-là, je sais qu'il faut absolument que ce soit validé par le chef. Donc, en fait, mon travail, ça va être vis-à-vis du chef, enfin du chef, de la direction. Il faut absolument que ce soit écrit à cet endroit-là de notre feuille de route, parce que si c'est pas écrit, ben, je sais que c'est moi qui vais batailler toute seule et en gros, si j'ai une place, j'ai vraiment de la chance, mais j'ai pas d'énergie à mettre à cet endroit-là. C'est aussi de pouvoir vraiment, ouais, mettre l'énergie au bon endroit et pas lutter contre une porte qui est bloquée, quoi. C'est-à-dire à quel endroit il est intéressant que j'aille euh, travailler efficacement. Parce que je pense le disait assez bien Manon. Enfin, quand je suis face je sais pas, à 2 ou 3 mois du festival et que je dois gérer la charge de travail qui est la mienne, bah, ces endroits où ça me demande beaucoup trop d'énergie, ben, je les évite forcément. Ou alors je fais un petit peu pour me dire que je l'ai fait, mais du coup, le bilan, il est assez négatif et en termes de satisfaction, de motivation personnelle, ben, ça en prend un coup, quoi. Est-ce que je peux répondre aussi à Claire hein, par rapport à ça? Et vraiment, ça interroge des objectifs de l'organisation ou du conseil d'administration ou du CODIR ou je sais pas. C'est clarifier en fait ce qu'on attend de vous. Claire, si justement votre mission c'est de vous occuper de ça, bah, c'est qu'il vous donne quand même un minimum des moyens et donc qu'il y ait aussi une écoute du service communication, que vous n'ayez pas à batailler parce que si vous devez convaincre déjà au changement de comportement, mais si en plus de ça vous devez convaincre vos, les autres équipes à mettre en place les choses, vous allez vous épuiser et franchement, enfin. C'est connu, hein, les responsables RSE, même dans les grosses boîtes, ils font des burn-out, désolé de vous le dire, mais c'est aussi s'assurer que votre direction vous suit
Parce que sinon, moi, je l'ai vécu quand je travaillais pour le Festival d'Aix-en-Provence, hein, j'étais référente RSE. J'étais au bord du burn-out jusqu'au jour où je suis allée voir ma direction en disant, bah, écoutez, j'arrive pas à travailler. Donc je pense que c'est là où, avant de vous lancer dans je vais arriver à à convaincre les publics, les équipes, au moins assurez-vous, enfin essayez de vous assurer du soutien de votre direction, parce que ça veut dire que vous devez en plus convaincre votre direction, c'est beaucoup de taf, quoi. C'est compliqué, je trouve. C'est pas peut-être pas votre mission à vous, quoi. C'est peut-être votre direction à prendre les choses en main. Désolé un peu de mettre les points sur les i, mais c'est la réalité, hein, je pense que. Oui, oui, moi, du coup, je me permets de répondre, hein, Véronique. Bien sûr, sauf que, en fait, officiellement, on est suivi, enfin, je suis suivie par ma direction, et puis après, bah, enfin, voilà, officieusement, et puis il y a des moments, oui, bah, ok, et puis bah, d'autres, non, enfin, arrête de nous embêter. Mais, enfin, voilà. Je fais une formation pour les référents RSE et je leur ai dit, si vous n'avez pas le soutien, refusez le job. Refusez-le Ouais. parce que vous allez vous arracher les cheveux et vous allez être en peine et vous allez justement, si c'est pas clair, en plus vous avez plusieurs missions parce que c'est très rare hein, des référents RSE qui sont à 100% sur le sujet. C'est vraiment définir dans votre fiche de poste combien de temps j'ai droit et quel est votre soutien par rapport à ça. Parce que enfin, moi, je comprends que vous soyez en peine pour avancer là-dessus. Si un jour c'est oui, un jour c'est non, bah, se dire, bah, soyez clair sur vos attentes, quoi. Et sinon, dites au bout d'un moment, bah, moi, je me sens pas de faire tout et est-ce qu'on peut redéfinir ou alors il y en a qui sont à deux sur ces questions-là, qui sont deux référents RSE, et du coup, ils se soutiennent un peu plus, et puis c'est plus facile, quoi. Mais demandez d'avoir peut-être une personne avec vous, ou deux autres personnes avec vous, pour que vous ne soyez pas seul à faire face à ça et à la frustration, quoi. Pardon, c'était une aparté, mais je Oui, pense oui, merci. Est-ce que on passe, Marine et Anne-Laure, au petit questionnaire? Oui, en essayant d'aller assez vite parce que il faudrait finir à l'heure parce que 2 heures de visio, c'est pas mal. Ouais, on est pas mal, ouais, carrément. Je vous partage hop, une petite auto-évaluation. Euh, L'idée étant de pouvoir vous questionner sur là où vous en êtes dans le fait de pouvoir intégrer une stratégie d'accompagnement au changement dans les expérimentations 2025. Comment vous vous sentez? Où en êtes-vous? Ça fait plutôt le lien avec l'échange qu'on vient juste d'avoir sur justement le rôle des chargés de mission et, euh, et la propre capacité, motivation, confiance en soi pour pouvoir y aller et puis les outils dont on dispose aussi. Et donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'est pouvoir, à partir, enfin, dans le tableau qui va vous être, le lien qui va vous être envoyé dans le chat, pouvoir dire si vous vous sentez plutôt en étape de pré-contemplation. Alors, j'ai tenté des phrases qui illustrent ce que vous pourriez ressentir à cette étape-là. C'est assez caricatural, bien évidemment. J'imagine que la réalité est beaucoup plus fine que ça et voilà. Mais c'était que voilà, c'était pour illustrer et vous permettre de vous positionner. Donc la précontemplation, ça serait plutôt ben ouais, je vois pas vraiment où est-ce que ça pourrait nous mener, où je vais avoir besoin de plus me renseigner sur ce sujet. Mais bon, c'est pas une priorité. C'est intéressant. Donc la contemplation, c'est ok, c'est intéressant, j'ai compris le sujet. Mais franchement, c'est pas une priorité. Ou alors, tous les outils, écoute active ou ce genre de choses, bon, c'est pas mon truc. Donc, et puis, c'est pas le truc de l'équipe de manière générale. Donc, on verra ça plus tard. La préparation serait, ok, je suis motivée. Concrètement, comment je peux faire? Où est-ce que je peux trouver de la ressource? Qui a déjà mis des choses en place? Comment faire? Le passage à l'action serait plutôt
Aujourd'hui, on va vivre en équipe une journée de travail sur les expérimentations 2025, pardon, à partir de l'entrée accompagnement au changement. La rechute, c'est OK, on a fait des choses, on a déjà initié des démarches à ce sujet qui n'a pas forcément été soutenue par la direction ou la personne et la personne en charge de coordonner la démarche est partie. On n'est pas reparti de zéro parce qu'on a une expérience vis-à-vis de ça, mais on n'en parle plus forcément en ce moment. Pas maintenant. L'étape de maintien, ça serait, OK, on intègre les temps longs et l'accueil des résistances dans nos manières de travailler, mais c'est pas tous les jours facile. On se rend compte que les bonnes vieilles habitudes reviennent au galop, mais on s'accroche. Et terminaison, ça serait la méthodologie propre à l'accompagnement au changement fait partie intégrante de nos manières de travailler au sein de notre équipe. On a repositionné ce petit verbatim, ces petits exemples dans le tableau euh, pour vous proposer de vous positionner. J'ai mis le lien dans le chat, mais bon, je vois que ça fonctionne puisqu'il y a des personnes connectées. Voilà, en tout cas, il est là, n'hésitez pas. Et peut-être pour... Euh, ouais, pardon, j'ai ouais. une question, Oui, Malika. vas-y Claire. Se positionner, c'est se positionner soi ou le festival du coup qu'on accompagne. Bah alors, c'est se positionner toi en tant que chargé de mission, mais c'est très en lien aussi avec ton équipe. Mm. Euh, donc, bah, par exemple, enfin, tu peux faire les deux. Je pense qu'en effet, ça peut être intéressant de regarder où tu es toi et où en est ton équipe. Et du coup, ça donne aussi une direction. Ok, merci. Et donc, pendant que vous remplissez ça, je vous partage la dernière slide me concernant et après, je vous laisse la parole, Anne-Laure et Marine. Euh, S'il y a des questions qui ont émergé pendant ce webinaire, des prises de conscience, des choses que vous êtes dit, la question, ça serait et maintenant, comment vous pourriez intégrer une stratégie, peut-être un élément ou deux, dans les expérimentations 2025 et comment vous pourriez embarquer vos équipes et bénévoles sur ce sujet. Je trouve qu'en plus, c'est assez revenu sur les derniers échanges, c'est voilà, comment sortir de la solitude face à des sujets qui sont les vôtres sur la question de l'accompagnement au changement de comportement. Peut-être où est-ce que vous pouvez vous créer des alliés pour faire en sorte que vous soyez plus seul et voilà, vous puissiez en discuter avec d'autres euh, et, et voilà, se motiver, voilà, avoir plus confiance dans sa capacité à pouvoir y aller. Marine et Anne-Laure, si vous, je sais pas si vous voulez dire quelque Je chose. voulais juste te dire merci de contribuer dans le tableau. Pensez à indiquer quel festival vous représentez parce que des fois il y a juste votre pseudo et Caméléon, je sais pas quoi. Moi ça me dit rien du tout. Merci. Alors on va vous laisser mûrir tout ça parce que ça fait pas mal d'infos. Je vous le redis, ce qu'on vous a présenté, parce que Malika vous avez présenté aujourd'hui euh, sur les slides, ça vous sera mis dans le drive. Elle a aussi préparé un livret qui récapitule tout ce qu'elle a dit. Et puis, je le redis aussi, l'objectif, c'est bien, avec l'équipe de R2D2, de traduire les expérimentations et les apports des experts et expertes qu'on a eu tout au long, comme ça, des webinaires en fiches pratiques qui seront diffusées au festival en mouvement, évidemment, mais aussi plus largement à tous les festivals qui voudront se lancer dans une démarche, dans un travail sur les mobilités et les mobilités douces.
Donc, merci beaucoup de vos contributions. Vous pouvez, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, voilà, n'hésitez pas. Euh, les mince, ça a tout bougé. Bon. Les prochains rendez-vous, les prochains webinaires, on vous les remet là. Donc, mobilité et inclusion le 18 février à 14 heures. Covoiturage le 4 mars à 14 heures également. Et vélo le 19 mars à 10 heures. Euh, voilà, donc vous aurez des rappels par mail évidemment. Le fonctionnement c'est le même, pas besoin de s'inscrire, mais on vous espère nombreux et nombreuses. Et puis on espère aussi que tout ça pourra être utile dans vos expérimentations à venir pour cette année. Donc je vous laisse finir le tableau. Si vous avez une ou deux dernières questions, on a 4 minutes avant midi. Merci, Claire. Et puis si c'est tout, on va vous libérer. Merci encore. Et puis à très bientôt sur les prochains webinaires. Merci Merci. pour votre